Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invité du jour. C'est vous, Dr Charles Laïdi. Je le dis bien, c'est Laïdi, c'est ça ? Tout à fait, c'est exactement ça. Bonjour. Très bien, vous êtes psychiatre au sein des hôpitaux universitaires Henri Mondor et membre de la Fondation Fondamentale. Avec vous, on parle cet après-midi des troubles bipolaires, mais avant ça, on va peut-être expliquer quand même ce que c'est que cette Fondation Fondamentale. On a déjà reçu quelques invités, des psychiatres le plus souvent, qui en faisaient partie. C'est quoi cette fondation ? Alors la Fondation Fondamentale, c'est une fondation de coopération scientifique qui a été fondée en 2008 par le ministère de la Recherche et elle vise à lutter contre la déstigmatisation, enfin plutôt à favoriser la déstigmatisation des maladies mentales, favoriser la recherche, et elle propose aussi des centres experts qui permettent de proposer des consultations spécialisées, notamment dans la schizophrénie, le trouble bipolaire, l'autisme ou encore la dépression résistante. Alors, on va revenir justement à notre sujet du jour. Les troubles bipolaires, c'est quoi ? C'est une maladie du cerveau, on peut dire ça déjà ? Qu'est-ce qui dysfonctionne chez les patients qui sont concernés ? Alors, on ne sait pas exactement ce qui dysfonctionne dans le cerveau des personnes qui souffrent de troubles bipolaires, mais l'idée, c'est qu'il y aurait probablement une modification de la connectivité entre le cortex préfrontal et le cerveau qui est responsable des émotions, qu'on appelle aussi le système limbique. Et on a souvent, c'est peut-être un abus de langage, mais on dit souvent il est bipolaire ou elle est bipolaire. Pour les gens un peu lunatiques. Voilà, il faut faire attention justement, parce qu'il y a une vraie définition de la bipolarité. Tout à fait, il y a une vraie définition de la bipolarité. Tout le monde n'est pas bipolaire, comme on peut dire parfois que tout le monde est schizophrène. Le trouble bipolaire, c'est vraiment une maladie bien caractérisée qui est présente uniquement chez certaines personnes. Alors, est-ce que si on regarde à l'imagerie, je ne sais pas, à l'IRM par exemple, je cite l'IRM, mais ça pourrait être autre chose, est-ce qu'on peut voir des différences dans le cerveau de personnes qui sont atteintes de troubles bipolaires et comparées à des personnes qui n'ont pas ce genre de troubles ou pas ? Alors, on voit des différences, mais en fait, notamment à l'IRM cérébral, vous avez tout à fait raison. Mais... Ah, j'ai bien choisi, ouf, j'ai dit au pif, mais... Bravo. mais c'est plutôt des différences qui sont à l'échelle des groupes, c'est-à-dire que quand on compare un groupe de patients bipolaires avec un groupe de personnes qui n'ont pas de pathologie psychiatrique, on va voir des différences. Pour autant, c'est des différences qui ne sont pas suffisamment précises pour nous permettre de faire le diagnostic pour un patient donné. Alors, on va peut-être revenir à la définition. C'est quoi un patient bipolaire ? Comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte que nous, par exemple, on puisse être bipolaire ou que quelqu'un de notre famille l'est peut-être ? Alors, le trouble bipolaire, c'est une alternance entre des phases de dépression et des phases de manie ou d'hypomanie. Concrètement, les phases de dépression, c'est des moments où les personnes vont être ralenties, avoir parfois des idées noires, une tristesse de l'humeur. Et les phases de manie, c'est au contraire des phases où on est un peu plus excité, où le sommeil est souvent altéré, où on peut avoir des idées qui sont inhabituelles. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut que ces phases durent vraiment un certain temps pour pouvoir parler de troubles bipolaires. On dit d'ailleurs les troubles bipolaires, ça veut dire qu'il y a plusieurs types, plusieurs formes de la maladie ? Tout à fait, c'est une maladie qui est assez hétérogène. Il y a des troubles bipolaires, ce qu'on appelle de type 1, qui est le trouble bipolaire avec des épisodes maniaques et des épisodes dépressifs, mais il y a des formes de troubles bipolaires où l'épisode maniaque est un peu moins fort. On dit dans ces cas-là que c'est un épisode hypomaniaque, et dans ce cas-là, en fait, on parle de troubles bipolaires de type 2. D'accord. Est-ce qu'on rencontre des troubles bipolaires un peu plus fréquemment chez des artistes, par exemple ? Est-ce que c'est des gens qui ont plus de créativité, de création, vu que s'ils ont des périodes d'exaltation de l'humeur, en travaillant la nuit, en étant un peu excités, est-ce que ça donne des profils un peu particuliers ? Alors, c'est un fantasme, parce que c'est beaucoup fantasme. Est-ce qu'ils sont tous agents secrets ? C'est vrai. Il y a des artistes, évidemment, qui souffrent de troubles bipolaires, mais je pense que vraiment, c'est plutôt... l'idée que c'est une maladie qui est présente dans la population générale. Certains artistes sont touchés, mais je ne pense pas plus que d'autres catégories professionnelles. Justement, c'est quoi la fréquence de cette maladie dans la population française, en tout cas, si on l'a mesurée ? Alors en France, on estime que c'est entre 1 et 2% de la population qui souffre de troubles bipolaires, ce qui est une maladie quand même assez fréquente. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que ce n'est pas une maladie qui n'existe que dans les pays européens ou développés. C'est vraiment quelque chose qui existe dans tous les pays, dans toutes les cultures. Et ça touche autant les hommes que les femmes, cette pathologie ? Ça touche à peu près, oui, autant les hommes que les femmes. Est-ce qu'on connaît la cause de l'apparition de cette maladie ? Est-ce que notamment c'est quelque chose d'héréditaire ? C'est-à-dire si ma grand-mère ou ma tante a eu des troubles bipolaires, est-ce qu'il y a plus de risques pour que j'ai ce problème-là ? Alors oui, effectivement, il y a plus de risques si vous avez un membre de votre famille, notamment un apparenté au premier degré qui a un trouble le bipolaire. Premier degré, c'est vraiment la mère ou C'est ça, ouais. Tout à fait. Mais pour autant, c'est pas une maladie génétique, attention. Hein. C'est-à-dire que le fait d'avoir des membres de votre famille qui sont atteints, ça augmente votre risque, mais ça ne veut pas du tout dire que nécessairement vous serez malade vous-même. Et est-ce que ce risque ou cette prédisposition peut être modulée par des facteurs dans l'environnement ? Est-ce qu'il peut y avoir des événements qui pourraient déclencher
justement cette crise avec une prédisposition qu'on pourrait avoir? Alors oui, tout à fait. Il y a des facteurs qui sont aggravants, présents dans l'environnement. Ça peut être le cas, par exemple, de la maltraitance. Ça peut être aussi le cas de la consommation de certaines substances, comme le cannabis. Et quand on est atteint, enfin en tout cas quand démarre cette maladie, quand il y a la première crise, on détaillera après comment ça se manifeste, mais ça nous tombe dessus en général assez jeune, hein, je crois. C'est pas une maladie de la personne âgée, quoi. Hein. Non, c'est clairement pas une maladie de la personne âgée. Ça touche en général l'adulte jeune. Et c'est des choses qu'on peut retrouver chez les enfants ou c'est exceptionnel? Alors, il y a des troubles de bipolaire qui sont à début plus précoce, mais c'est quand même quelque chose qui est assez rare et qui est en général fait diagnostiqué par vraiment quelqu'un de spécialisé dans ce domaine-là. Et donc un enfant qui serait un peu survolté, parfois excité, comme tous les enfants le sont, c'est pas un enfant qui est bipolaire, parce qu'on peut aussi se craindre justement de se dire, bah mince, mon enfant est peut-être bipolaire. Pas du tout, pas du tout. Alors, c'est une maladie psychiatrique, on vient d'en comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants, mais il se trouve que l'espérance de vie, parce qu'on se dit, bon, maladie mentale, ok, l'espérance de vie de ces patients est diminuée. Comment ça se fait? Parce que on parle quand même, je crois, de 10 ans d'espérance de vie en moins, mais comment c'est possible pour une maladie mentale? Bah alors, c'est une très bonne question. Effectivement, en fait, le problème, c'est que les gens qui souffrent de troubles bipolaires ont souvent moins le temps de s'occuper de leur santé physique. Ils ont plus de comorbidités. Ils ont plus fréquemment des problèmes de syndrome métabolique, de surcharge pondérale, voire d'obésité. D'alcoolisme ou des choses comme ça aussi. Et puis aussi, ils vont aller moins souvent vers le médecin qui pourrait diagnostiquer des pathologies comme par exemple des cancers. Et donc, en fait, au total... Mais 10 ans, c'est énorme d'espérance de vie en moins quand même. Hein, effectivement, c'est énorme. Mais ça veut dire aussi que les personnes qui souffrent de troubles bipolaires, c'est vraiment essentiel qu'elles puissent avoir un accès à leur médecin généraliste et consulter régulièrement. Docteur Lahedi, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous. Europe 1. Dans ce rendez-vous, nous allons continuer ce décryptage sur les troubles bipolaires et dans un instant, on va passer au diagnostic. Quels sont les signes qui doivent faire penser aux troubles bipolaires? Quand consulter? Et d'ailleurs, quel spécialiste faut-il voir au moindre doute? On vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité en studio avec nous, c'est vous. Vous êtes le docteur Charles Lahedi. Vous êtes psychiatre au sein des hôpitaux universitaires Henri Mondor et membre de la Fondation Fondamentale. Docteur Lahedi, on va passer au diagnostic de ces troubles bipolaires. Mais juste avant, je reviens sur les causes. Je crois qu'il y a d'autres pistes qui sont étudiées en ce moment parce que finalement, on ne sait pas tout, on l'a compris. Hein. Notamment, on s'est rendu compte que les patients qui souffraient de troubles bipolaires avaient des taux dans leur sang de certains marqueurs inflammatoires ou immunitaires plus élevés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Exactement. Et c'est vraiment des développements assez récents de la recherche finalement qui montrent en fait que les patients qui ont un trouble bipolaire vont avoir un peu plus d'inflammation dans le sang, qui est quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement spécifique, mais qui pourrait en fait expliquer comment est-ce que le trouble bipolaire se déclenche. Parce qu'ils ont eu une maladie avant, donc ça pourrait être une origine presque infectieuse, c'est ça l'hypothèse ou... On ne sait pas encore vraiment exactement. Ce qu'on sait, c'est que dans certains cas, le fait d'avoir des maladies infectieuses, notamment dans l'adolescence, c'est-à-dire vraiment une période à risque dans le développement du cerveau, pourrait augmenter le risque de développer un trouble bipolaire par la suite. Alors, vous avez dit un petit peu quels sont les symptômes qui peuvent faire penser à un trouble bipolaire. Donc, ça a l'air assez simple comme ça quand vous le décrivez. Ça veut dire que le diagnostic est facilement fait ou est-ce qu'il y a malgré tout un retard justement à la prise en charge et au diagnostic de ces patients? Non, je ne dirais pas que le diagnostic est si facile à faire justement, et c'est pour ça, comme vous le dites, qu'il y a un retard qui est très important. On parle presque d'une dizaine d'années en moyenne de retard dans le diagnostic du trouble bipolaire, et c'est un vrai problème de santé publique. Normalement, c'est-à-dire 10 ans pendant lesquels ils ont la maladie, qu'elle s'est exprimée, mais ils ne sont pas traités, quoi, c'est ça? Exactement, ils ne sont pas traités, on ne sait pas qu'ils ont cette maladie. Souvent, on le confond parfois avec des dépressions récurrentes, et c'est un vrai enjeu de pouvoir diagnostiquer le trouble bipolaire plus tôt. Et qu'est-ce qui se passe pour ces patients qui vont errer dans la nature comme ça, sans traitement? Ça va avoir un impact sur leur vie? En général, oui, ça va avoir malheureusement un impact très important sur leur vie. Ils vont avoir du mal à s'insérer dans la vie professionnelle. Ils vont aussi avoir parfois du mal dans les relations amicales ou amoureuses. Et finalement, ce retard diagnostique leur est très préjudiciable. Oui, et vous parliez notamment qu'on les mettait parfois à tort dans la case dépressif. Donc ça veut dire que j'imagine peut-être qu'ils sont traités pour une dépression. Et ça, c'est une perte de chance parce que c'est pas le même traitement. On verra après le traitement, mais on est d'accord, c'est une perte de chance. Tout à fait, c'est une perte de chance et c'est pour ça que vraiment c'est important de le diagnostiquer le plus tôt possible. Alors vous dites, ça alterne des phases de dépression globalement avec une période où on va être un peu maniaque. Qu'est-ce que c'est qu'un patient maniaque? Parce que là encore une fois, on a quelques clichés qu'on peut voir dans certains films. Est-ce que c'est si caricatural que ça?
avec quelqu'un d'un peu Oui, exalté. donnez-nous des exemples Voilà, qui est éventuellement dans la de vie de tous les patients qui sont jours. en crise maniaque, qui font quoi? Ça peut être vraiment, dans certains cas, très impressionnant, effectivement, un épisode maniaque, mais bon, il y a vraiment tout type d'épisodes maniaques assez différents. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, il y a une altération du sommeil, ça c'est vraiment une constante. Et les patients, souvent, vont avoir envie, par exemple, de parler à tout le monde, avoir beaucoup d'idées, en fait, qui se bousculent dans leur tête, être souvent, parfois, un peu dans la séduction avec leur entourage de façon inappropriée. Ça, c'est des signes qui doivent faire évoquer un épisode Et ils maniaque. dépensent de l'argent aussi, peut-être parfois n'importe comment. Ils peuvent malheureusement dépenser de l'argent de façon inconsidérée, C'est un faire peu aussi des prêts. euphorique, c'est ça? C'est euphorique dans la joie, là, pour le coup. C'est Exactement. quelque chose de... Ouais. Ils peuvent faire des prêts, s'endetter dans des très courtes périodes pour acheter des choses dont ils n'ont absolument pas besoin. Et ça, évidemment, après, par la suite, ça pose des grands problèmes quand la maladie est stabilisée. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait plusieurs types de troubles bipolaires, notamment parfois des troubles hypomaniaques. Alors là, ça veut dire quoi? C'est une mini-crise maniaque? Ça veut dire quoi? C'est ça, hypomaniaque, c'est exactement ça. En fait, c'est des symptômes maniaques atténués. Alors, dans tous les cas, en Du général... coup, c'est moins visible, hein, ça? Ouais. C'est moins visible et c'est aussi plus difficile à diagnostiquer. Et je pense que le retard diagnostique, il est d'autant plus important dans ce trouble bipolaire de type 2. Alors vous avez dit qu'il y a un retard diagnostique lié au fait que souvent ils vont être mis dans la case dépression, mais est-ce que cette dépression liée au trouble bipolaire est la même qu'une dépression, on va dire, classique, ou est-ce qu'on peut essayer de la caractériser et se dire, là, on est plus dans un trouble bipolaire ou pas? C'est assez difficile de faire la différence entre une dépression unipolaire, donc dans le cas de la dépression, ou bipolaire. Ce qui est sûr et ce qui aide vraiment à faire le diagnostic, c'est la présence en fait d'épisodes maniaques ou hypomaniaques qui sont associés. Et donc, la question cruciale que peuvent se poser certaines familles, hein, comment on fait si, dans les choses que vous avez décrites, vous dites parfois 10 ans, ils restent comme ça sans traitement, les patients, mais admettons un parent qui a son jeune ado ou son jeune adulte, enfant adulte, on va dire, qui a ce genre de crise, il veut pas consulter aussi, parce que ça peut être ça aussi, on lui dit mais non, je suis pas dingo, j'ai pas envie d'aller voir un psy. Comment on peut le forcer? C'est quoi les outils à la disposition des parents, par exemple? Alors, dans la majorité des cas, ce qui est important, c'est de lui expliquer l'importance de la consultation. Il peut d'abord consulter dans un premier temps même son médecin généraliste pour avoir un avis, parce que c'est parfois plus facile d'arriver par les soins par ce biais-là. Après, si jamais il y a des moments de crise qui sont extrêmement importantes, qu'on est inquiet que les personnes puissent Pour sa vie, ouais, se mettre en danger, il ne faut pas hésiter à appeler les pompiers qui peuvent ensuite amener la personne aux urgences, où il pourrait y avoir une consultation de psychiatrie en urgence. Et est-ce qu'on doit faire des examens complémentaires avant d'être diagnostiqué bipolaire, ou en une consulte pour vous, c'est réglé? Ça dépend vraiment des cas. Il n'y a pas d'examen complémentaire qui permette de faire le diagnostic de troubles bipolaires, mais je dirais que ce qui est le plus important, c'est de prendre le temps de reconstituer l'histoire des patients, notamment pour essayer de déceler ces épisodes maniaques ou hypomaniaques. Et puis parfois de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une cause organique qui pourrait déclencher un trouble bipolaire? Alors, c'est peut-être pas si fréquent, mais faire une IRM cérébrale, être sûr qu'il n'y a pas une petite tumeur qui pourrait donner des troubles de l'humeur ou des choses comme ça, ou des prises de sang pour être sûr que dans un premier temps, tout va bien sur le plan organique et que ça se passe plutôt dans la tête. Effectivement, ça permet d'éliminer d'autres diagnostics, comme vous le dites. Ce qui est aussi important, c'est que parfois, il y a certains médicaments, comme par exemple les corticoïdes, qui peuvent générer un début de troubles bipolaires qui, dans ces cas, induit par une substance. Et ces patients qui vont arriver, par exemple, par la case pompier, vous disiez, il y a une crise, j'en sais rien, maniaque, où ils vont vraiment faire n'importe quoi, où on a peur que même leur vie soit en danger. Ils arrivent à l'hôpital, on va dire aux urgences psychiatriques. Donc là, vous allez les garder, les hospitaliser pendant quelques temps, j'imagine. C'est pas genre, bon, allez, tiens, on te donne un médicament, tu rentres chez toi. Hein. Non, quand il y a vraiment un épisode maniaque sévère, ça nécessite en général une hospitalisation qui va durer quelques semaines pour pouvoir d'abord faire le diagnostic et aussi mettre en place le traitement adapté. Docteur Lahidi, on va continuer, bien sûr, cet entretien dans quelques minutes. On revient très vite. Europe 1. On revient très vite, et oui, avec cette émission consacrée aux troubles bipolaires. Dans un instant, après le diagnostic, on va passer évidemment au traitement. La prise en charge de la maladie bipolaire s'est nettement améliorée ces dernières années. Ces patients, quand on arrive à les équilibrer, peuvent mener une vie normale, et c'est une très bonne nouvelle. On va tout vous expliquer. Restez bien avec nous sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1, dans Sans Rendez-vous, et nous accompagne cet après-midi. C'est vous, docteur Charles Lahidi. Je rappelle que vous êtes psychiatre au sein des hôpitaux universitaires Henri Mondor et également membre de la Fondation fondamentale. Docteur, quand on a un patient, donc on va passer maintenant, on a vu comment diagnostiquer, on va passer à la prise en charge, au traitement. Quand on a un patient qui apprend justement en consultation, qui souffre d'un trouble bipolaire, il n'est peut-être pas tout seul, il est d'ailleurs peut-être accompagné de ses parents, je ne sais pas. On imagine que pour lui et pour ses proches, c'est comme, je ne sais pas, ça doit être un tsunami. Est-ce que vous vous rappelez de la dernière annonce que vous avez fait de cette pathologie à un patient ou à ses proches? Oui, effectivement, c'est un moment qui parfois est assez difficile. On sous-estime d'ailleurs, je pense, l'effet de cette annonce diagnostique. C'est vrai que dans des pathologies comme le cancer, on a vraiment réfléchi à comment est-ce qu'on peut annoncer ce type de diagnostic. C'est assez protocolisé d'ailleurs. Exactement, Ouais. Et je dirais que c'est moins protocolisé dans le trouble bipolaire, peut-être à tort d'ailleurs.
Et vraiment, ce qui est important, c'est d'expliquer tous les tenants et les aboutissants de la maladie. Et ce qui est difficile, notamment parfois pour des jeunes patients à accepter, c'est que c'est une maladie qui va durer en général toute la vie, ou en tout Puis cas... vous leur dites, ça ne se guérit pas quand même, on peut pas. Alors, ça ne se guérit pas, mais ça se stabilise. Et ça, je pense que c'est vraiment un point qui est essentiel. On a vraiment des patients qui arrivent à travailler, à avoir une vie de famille, même avec un trouble bipolaire. Et est-ce que les patients ont conscience de leur maladie ou est-ce qu'ils sont dans le déni en disant mais écoutez, moi docteur, tout va bien, je suis un peu déprimé, de temps en temps, je suis un peu excité, je suis d'accord, ou ils ont conscience qu'il y a un problème et qu'ils disent non, non, effectivement, je vois bien et merci de me donner le diagnostic parce que j'étais dans une forme d'errance un petit peu. Il y a vraiment les deux cas de figure. Il y a des patients qui suspectent même eux-mêmes le diagnostic de trouble bipolaire et d'autres pour lesquels c'est beaucoup plus difficile de Il y en a qui l'accepter. nient complètement, qui disent non, non, moi j'ai pas ça, c'est pas possible. Oui, il y en a qui ont tendance parfois à nier la maladie. C'est quelque chose qui s'explique d'ailleurs parce que finalement, quand vous avez la jambe cassée, vous pouvez voir, votre cerveau fonctionne bien, vous pouvez voir que vous avez la jambe cassée, surtout le ressentir. Mais quand c'est des maladies du cerveau, c'est forcément beaucoup plus difficile d'avoir le recul suffisant pour se rendre compte qu'on est soi-même malade. Et vous qui le vivez parfois en consultation, c'est plus difficile pour qui l'annonce? Pour le patient ou pour ses proches? Parce que parfois c'est des parents qui sont là avec des adolescents ou des jeunes adultes. Ouais. C'est avant tout, je dirais, difficile pour le patient. Mais c'est vrai que les proches qui souvent sont là, accompagnent le patient pendant de très nombreuses années, souffrent aussi beaucoup parfois du non-diagnostic de la maladie. Et ils sont en général assez marqués quand on annonce le diagnostic, mais en même temps, comme on leur parle aussi des solutions et de toutes les possibilités qui existent, ils sont souvent aussi rassurés. Alors la prise en charge passe par des médicaments, mais pas seulement, et on commence par donner un traitement avec du lithium, c'est ça? Alors, le lithium, effectivement, c'est un des traitements qu'on peut donner dans le trouble bipolaire. Il y en a d'autres, comme par exemple des traitements antiépileptiques, ou dans certains cas, on peut aussi donner des antipsychotiques. Le lithium, il va faire quoi dans le cerveau? Alors, le lithium, en fait, il va permettre de réguler l'humeur, c'est-à-dire d'éviter d'avoir des phases à la fois de manie et des phases de dépression. Il permet vraiment de stabiliser l'humeur pour éviter ces épisodes. Donc, il y a les médicaments, on n'a pas terminé là-dessus, mais en fait, je précise quand même, dans le traitement, la prise en charge du trouble bipolaire, il y a en fait 3 piliers. Les médicaments, les psychothérapies et une bonne hygiène de vie. Donc là, on est sur les médicaments. Les médicaments comme le lithium que vous venez de décrire, on les prend tous les jours, toute la vie? Comment ça se passe? On les prend tous les jours. Alors, toute la vie, c'est toujours difficile de le dire, mais en tout cas, on les prend vraiment de façon prolongée. Alors les patients ont conscience que tout traitement a des effets secondaires, et en particulier en psychiatrie, on se doute bien que quand on vous dit... On a très peur des effets secondaires en psychiatrie. Ouais. Donc voilà, et quels sont les effets secondaires attendus avec le lithium et comment est-ce qu'on les surveille ou on peut les prévenir? Alors, il peut y avoir avec le lithium des effets secondaires. Bon, ça dépend vraiment des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir très très peu d'effets secondaires, d'autres qui vont avoir par exemple une légère somnolence. Ça arrive aussi parfois d'avoir des problèmes rénaux ou des problèmes thyroïdiens. Ah oui. Mais ce qui est important, c'est que le psychiatre, vraiment, il s'attache à vérifier que tous ces effets secondaires ne sont pas présents. Et s'il y en a un, c'est possible toujours de trouver soit un traitement, soit de changer de molécule. Donc, il y a des effets secondaires, mais les médecins sont vraiment attentifs à ça et ils peuvent toujours proposer des alternatives surtout pour les que patients. Ce lithium, il peut se doser dans le sang pour vérifier qu'on n'est pas en surdosage ou en sous-dosage. Donc c'est quelque chose qu'on contrôle. Le patient, il doit être aussi un partenaire de son traitement. Il ne peut pas juste avaler ses pilules et puis passer à autre chose. Exactement, ça se contrôle dans le sang. Il y a une concentration très précise, une fourchette dans laquelle le traitement par lithium doit se trouver. Et vous avez tout à fait raison, le patient doit être vraiment acteur de sa prise en charge, faire des examens biologiques si c'est nécessaire, et ne pas hésiter aussi à poser des questions sur les effets secondaires à son médecin, à son psychiatre. C'est le traitement donc de référence, le lithium, mais parfois ça peut ne pas marcher du tout. Enfin, en tout cas, quand ça marche au bout de combien de temps vous les mettez sous lithium et tout de suite c'est fini, ils sont stabilisés, il n'y a plus de crise ni dépressive ni de troubles maniaques, ou ça met un peu de temps avant que ça fonctionne? On a vraiment des patients pour lesquels, au bout de quelques semaines, quand l'épisode est résolu, ils vont être stabilisés toute leur vie sous lithium et finalement presque ne plus jamais se soucier de leur trouble bipolaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive assez fréquemment. Et est-ce que souvent ces patients ils viennent avec un traitement antidépresseur, vu qu'à la base on pensait qu'ils étaient déprimés, et du coup vous leur arrêtez le traitement antidépresseur et le lithium fait le relais entre la dépression et la phase d'exaltation? Tout à fait, c'est exactement ça. Quand les patients ont des traitements antidépresseurs qui parfois aussi favorisent la présence de rechute, on introduit ce qu'on appelle un thymorégulateur comme le lithium, et dans ces cas-là on arrête progressivement l'antidépresseur.
Alors, si le lithium, pour le coup, ne marche pas, même si c'est le traitement de référence, et vous avez dit ça marche dans de nombreuses situations, il y a d'autres médicaments, j'ai vu qu'on pouvait prescrire notamment des antiépileptiques à ces patients. Tout à fait. Les traitements antiépileptiques sont en fait pas réservés à l'épilepsie. Ils fonctionnent aussi dans le trouble bipolaire. Et ça peut va être agir aussi... de quelle façon, là, pour le coup? Alors, on ne sait pas exactement comment est-ce que ça agit, mais globalement, ça va avoir le même effet que le lithium, c'est-à-dire que ça va réguler l'humeur et éviter la survenue d'épisodes dépressifs ou maniaques. Alors Mélanie l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas que les traitements médicamenteux, il y a aussi la psychothérapie. Qu'est-ce que ça peut apporter justement de faire une psychothérapie quand on a un trouble bipolaire? Alors, la psychothérapie, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Ça peut permettre d'abord de mieux comprendre sa maladie, c'est ce qu'on appelle la psychoéducation. Ça, c'est quelque chose qui est On très va important. parler, c'est de la thérapie par la parole, c'est ça, avec un Exactement. psychologue ou un psychiatre, c'est ça? Ça peut être avec un psychologue, avec un psychiatre, ça peut être aussi en groupe, notamment pour la psychoéducation. Mais tout type de psychothérapie peut être bénéfique, comme par exemple les thérapies comportementales et cognitives, notamment aussi pour traiter un trouble anxieux associé. Et ils vont faire quoi, par exemple, dans ces TCC que vous venez de décrire? C'est quoi comme exercice? Qu'est-ce qu'on leur propose concrètement? Alors, C'est toujours un peu flou pour les gens, psychothérapie, ça veut tout dire et rien dire. Ça peut concrètement, être par quoi? exemple, pour abaisser son niveau de stress, on peut pratiquer de la méditation en pleine conscience, de la relaxation. On peut aussi, avec son thérapeute, identifier les situations qui sont susceptibles de générer de l'angoisse, et en sachant que ces situations d'angoisse, elles peuvent aussi parfois contribuer au déclenchement d'un épisode. Et pour avoir une maladie équilibrée, vous l'avez dit, ça passe aussi par une hygiène de vie irréprochable, et en particulier le sommeil. Vous avez dit que c'était celui qui était souvent altéré, donc un bipolaire doit bien dormir et faire attention à ce sommeil. Effectivement, c'est important de se coucher à des heures régulières. Des situations comme par exemple le jet lag, le décalage horaire, peuvent aussi générer un trouble bipolaire, ce qui est particulièrement problématique puisqu'il y a certains patients qui vont voyager sur des longues distances et tomber malades quand ils vont arriver, donc dans en un fonction pays du étranger. pays. Oh là là, ouais. Voilà, dans des pays étrangers, notamment dans des pays où il n'y a pas une infrastructure de soins qui est très conséquente, ça peut parfois mener à des situations assez catastrophiques. Donc vous dites toujours se coucher à la même heure. Enfin, c'est quoi? Comment on les aide sur le sommeil? Parce que ça veut dire c'est des gens qui ont le droit d'avoir une vie complètement monacale. On se couche Pas tous du les tout, jours à pas du 9 tout, pas du heures. tout, pas du C'est tout. quoi dans la vraie vie pour Non, eux? vraiment, ce qui est important, c'est d'être vigilant de manière générale à son sommeil, de savoir que Avoir combien d'heures de sommeil minimum? ça dépend de chaque personne. Ouais. Mais ce qui est important, c'est de garder une régularité, c'est-à-dire de ne pas se coucher un soir à 3h du matin, un soir à 4h du matin, un soir à 6h du matin. Ça ne veut pas dire que Ça quelqu'un peut qui a- faire décompenser la maladie. Je veux dire, c'est quelqu'un qui le ferait, même s'il prend ses médicaments, mal dormir en se dormant comme vous l'avez décrit, une fois à 3 heures, une fois à 6 heures, une fois. Effectivement, ça faire peut une dans crise, certains ouais. cas déclencher une rechute. Mais attention, ça ne veut pas du tout dire que les personnes qui souffrent de troubles bipolaires ne peuvent pas une fois Faire la sortir bringue, ou voir ouais. des amis, faire la bringue notamment. Enfin, en ce moment, personne ne fait trop la bringue. Mais Ça, bon, c'est sûr. c'est ça. Mais comme c'est des maladies qui touchent les adultes jeunes, c'est important de dire aussi que ça ne doit pas les empêcher de vivre. Hygiène de vie irréprochable. Vous disiez tout à l'heure que le cannabis, par exemple, pouvait être le déclencheur parfois d'une maladie pour laquelle il y avait une prédisposition, donc le trouble bipolaire. Mais là, une fois qu'on est traité, qu'on est pris en charge, vraiment, j'imagine, alcool, cannabis, c'est à proscrire complètement ou pas? Alors, Alcool, peut-être pas. Mais l'alcool, on bon, de peut... toute façon, raisonnablement pour tout le monde. Mais... Et évidemment, le cannabis, c'est sûr que vraiment, c'est un produit absolument à éviter. C'est un produit qui, même quand on prend ces traitements, peut déclencher une crise juste par quelques prises. Donc voilà, le cannabis, c'est vraiment à proscrire comme d'autres drogues d'ailleurs aussi. Est-ce qu'il faut faire attention à l'alimentation en particulier, ou c'est comme pour tous les autres, on fait plus ou moins attention, mais sans plus? Non, il faut faire attention à son alimentation, surtout que les personnes qui souffrent de troubles bipolaires sont plus à risque de présenter un surpoids ou de l'obésité ou un syndrome métabolique. Ouais. Donc il faut vraiment être vigilant à ça, avoir une alimentation équilibrée et aussi bien sûr une activité physique régulière. Voilà, on allait venir justement à l'activité physique. Je sais même que ça a été montré il y a eu un rapport de l'INSERM il y a quelques années maintenant, je crois, sur maladies psychiatriques et sport, qui peut être un traitement, notamment chez des malades schizophrènes, mais je ne sais pas si dans le trouble bipolaire c'est pareil. Une activité physique importante et régulière, ça peut même aider à diminuer les doses de médicaments. Ça marche aussi dans cette maladie? Ça marche aussi tout à fait dans le trouble bipolaire. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Nous, par exemple, dans notre service, on propose des activités avec un éducateur sportif pour les patients. Et c'est vraiment un point qui est absolument essentiel d'avoir une activité physique régulière. Ça devrait donc dire qu'il faudrait aussi rembourser le sport, peut-être, pour ces patients qui souffrent de bipolarité. Alors, les salles de sport, elles ne vont pas ouvrir avant un petit moment, malheureusement, mais néanmoins, on pourrait imaginer que on prescrit du lithium et une activité physique qui soit remboursée et prise en charge pour finalement que le patient aille mieux, peut-être consomme moins de médicaments et que ça coûtera peut-être moins cher à la collectivité au final. C'est une très bonne idée, effectivement. Je pense que ça pourrait vraiment être une piste importante de prise en charge. Vous avez parlé du sommeil et je crois que la luminothérapie, donc le traitement par la lumière, chez ces patients-là est en train, on le voit dans quelques études désormais, de donner des bons résultats. Comment ça fonctionne là sur ces patients?
Alors effectivement, la luminothérapie, c'est quelque chose qui est assez efficace sur certaines formes de dépression, puisque finalement, dans le trouble bipolaire, on essaye de prescrire le moins possible, en tout cas, des antidépresseurs. Mhm. Et donc, reste quand même la question de savoir comment est-ce qu'on peut traiter ce type de dépression. Et notamment, le docteur Pierre-Alexis Geoffroy, qui est Qui est déjà psychiatre, venu sur ce qui est plateau. déjà aussi Ouais. venu travailler là-dessus. Et effectivement, la luminothérapie, ça peut être vraiment une alternative très intéressante pour les patients qui ont une dépression. Et au final, est-ce que c'est des gens qui arrivent à être, vous l'avez dit, insérés dans la société de façon normale, avoir des amis, du soutien familial, ou ça reste plus compliqué lorsqu'ils sont traités? Alors, il y a vraiment des patients bipolaires qui sont extrêmement bien stabilisés. Vous en avez beaucoup, vraiment. On en a vu vraiment, j'ai vu des confrères, des médecins, des ingénieurs, des personnes qui ont une vie de famille qui est totalement équilibrée, pour Il y a laquelle des ce serait... médecins bipolaires. Bah oui, pourquoi vous seriez épargné après C'est tout? vrai. C'est Plus vrai. avec le travail décalé. Ouais, mais l'horaire, bon, la être nuit. médecin, être bipolaire, vous voyez, c'est possible. Donc, Mais vraiment, je ça- vous ça assure que rassure. si vous les rencontriez, ce serait absolument impossible pour vous de dire qu'ils présentent un trouble bipolaire. C'est-à-dire que la maladie passe complètement Ah inaperçue. ouais, c'est incroyable, c'est un message très positif ça, Jimmy. Une vie normale, donc ça vous avez dit pour la vie professionnelle, la vie sociale, mais la vie familiale et même de parents. Une femme, par exemple, qui souffre de troubles bipolaires, elle peut envisager un jour avoir des enfants parce qu'il y a des traitements qui ont l'air quand même assez lourds, je ne sais pas. C'est compatible avec la grossesse? Alors, on peut tout à fait avoir un trouble bipolaire et être enceinte. Ça aussi, c'est un message qui est important, notamment pour les jeunes patients à qui on vient de diagnostiquer un trouble bipolaire. La seule chose, c'est que c'est une période un peu plus à risque, qu'il faut faire attention, parfois ajuster ou changer certains traitements, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on ne peut pas avoir d'enfants. Merci beaucoup, Dr Laïdi, d'avoir été avec nous cet après-midi, nous avoir accompagnés. Merci pour toutes ces précisions.